Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, débat, chronique, tout des reportages, évidemment, j'oublie les reportages, et pourtant c'est très important dans cette émission. C'est tous les jours, du lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat. Vous connaissez notre ambition, notre promesse, donner du sens à l'actualité et aux crises que nous traversons. Et voici le sommaire de ce 26 septembre, les conséquences politiques du meurtre de Philippine, l'identité de son agresseur présumé, un Marocain de 22 ans, déjà condamné pour viol et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, fait réagir dans tous les chiquiers et place déjà sous pression le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ce sera le premier thème de notre débat 100% politique dans une minute. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, direction la Corée du Nord qui brandit la menace de l'arme nucléaire. Il y a 2 semaines, des photos dévoilaient pour la première fois des installations d'enrichissement d'uranium. Toutes les discussions avec la Corée du Nord peuvent avoir pour but d'arrêter ou de ralentir ce développement, mais pas de l'inverser. L'inversion est impossible. La dénucléarisation est impossible et n'a jamais été possible. Où en est le programme militaire nucléaire de Kim Jong-un, que lui rapporte son rapprochement avec la Russie? Comment veut-il peser sur les élections américaines? Réponse dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, la polémique sur la non-application des OQTF relancée par le meurtre de Philippine, jeune étudiante de 19 ans. Cécile Sixou. L'émotion a laissé place à la polémique, car le profil du suspect suscite l'indignation de la droite et de l'extrême droite. Le violeur présumé de Philippine serait un récidiviste d'origine marocaine sous OQTF. Il avait donc l'obligation de quitter le territoire. Depuis 2 jours, le RN et ses alliés multiplient donc les prises de parole médiatiques. Ils accusent les pouvoirs publics d'être trop tolérants et laxistes sur la politique migratoire et proposent de durcir la loi. C'est notre système qui est laxiste. Il faut remettre de l'autorité à tous les niveaux. Il faut écouter les Français. Il faut du bon sens. Mais bien sûr, il y a un manque de volonté politique. Sur les dernières années, il y a 1 million de OQTF en stock qui ne sont pas exécutés. Et la France est un des pires pays en Europe. À gauche, l'origine étrangère du suspect, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le viol, le féminicide et la récidive. Comment ça peut être possible dans notre pays qu'une personne qui a été condamnée pour viol se retrouve en quelque sorte dans la nature sans aucun suivi ? Parce que je crois que c'est ça qui est particulièrement scandaleux dans cette affaire. Sandrine Rousseau dénonçait l'indignation du RN qui ne s'émeut que quand ça l'arrange. Là, il y a quelques mois, par exemple, on a arrêté en France un des 10 plus grands pédocriminels du monde. Pour autant, ça n'a pas du tout ému l'extrême droite. Le procès de Mazan n'émeut pas l'extrême droite. Donc en fait, la question des femmes se résout à dire et à porter le message que les femmes sont en danger à cause des immigrés. Si droite et gauche s'opposent sur le fond, la classe politique dans son ensemble dénonce avec ce fait divers les failles de la justice et le fonctionnement de la chaîne pénale. 3 grands thèmes dans ce débat 100% politique. Le meurtre de Philippine, mais aussi ce déficit qui continue de gonfler. Et les couacs en série du gouvernement Barnier. Pour les analyser, Bruno Cotrez, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes chercheur au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po et auteur avec Anne Muxel de l'histoire d'une révolution électorale aux éditions classiques Garnier. Virginie Martin, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes politologue, professeur et chercheur en sciences politiques à la Kedge Business School. Stéphane Zumsteck, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le directeur du département opinion de l'Institut de sondage Ipsos. Et comme chaque jeudi et comme chaque mardi, Sophie Dravinel, éditorialiste politique. Bonsoir Sophie, bienvenue à vous. Je commence par ce fait divers très politique et franchement, c'est pas une surprise, Bruno Cotrez. Est-ce qu'il donne d'une certaine façon raison à Bruno Retailleau dans son duel médiatique avec le garde des Sceaux Didier Migaud? Je ne sais pas si on peut dire qu'il lui donne raison. En tout cas, il lui donne des arguments. Voilà, il lui donne des arguments. Il n'est pas du tout surprenant de voir Bruno Retailleau qui est d'un seul coup très vite mis au pied du mur pratiquement sur son sujet à lui. Donc c'est ça qui est à la fois pour lui plus et moins. Le plus, c'est qu'évidemment, ça montre pour lui qu'il y a bien besoin d'un Bruno Retailleau au gouvernement. C'est comme ça qu'il le vit, qu'il le montre et qu'il va l'expliquer à l'opinion publique. Il était temps qu'on se retrousse les manches et qu'on confie cette mission à quelqu'un de très clairement positionné sur ces questions. Et puis le
Le moins, c'est que ça va nécessairement, fatalement, ça va souligner aussi toute la difficulté de l'exercice. On sait que cette question des obligations de quitter le territoire français, c'est tout sauf simple. C'est tout sauf simple. La loi asile-immigration n'a pas résolu toute la difficulté administrative. Les spécialistes de ce sujet disent que ce qui bloque très souvent, c'est qu'il faut aussi l'autorisation du pays qui est censé accueillir. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Donc le nouveau ministre de l'Intérieur va être obligé aussi de reconnaître, de témoigner de toute cette complexité et de voir qu'est-ce que lui apporte, quelle est sa contribution maintenant et celle du nouveau gouvernement. Ouais, et effectivement, Virginie Martin, il a convoqué les préfets, donc il va essayer, comment je peux dire ça, d'aller vite, c'est-à-dire que de donner des preuves d'efficacité les plus rapides possibles. Bien sûr, et puis on le voit aussi dans les enquêtes, il y a une demande de toute façon de sécurité. Maintenant, Bruno Retailleau aussi, dans l'opinion publique, je parle sous votre contrôle, il y a aussi une grande polarisation en définitive sur ce que les gens pensent de lui. Il peut y avoir des avis extrêmement favorables du côté des Républicains, bien entendu, mais aussi du RN, et très défavorables du côté de la gauche, et notamment d'LFI. Donc il y a une espèce quand même de polarisation. Donc c'est vrai que globalement, il y a une demande certainement de sécurité et de sécuriser l'espace public certainement, mais qui est très polarisée, peut-être plus qu'avant. Rappelons-nous, à un moment donné, il y a eu un Lionel Jospin qui a fait sa mutation sur la sécurité, sur la question du bien public et de l'espace public sécurisé à gauche. Il a dit est-ce qu'on n'a pas perdu finalement le deuxième tour de l'élection présidentielle en 2002 parce que la gauche n'a pas su répondre à la question sécurité. Là, on a une toute autre gauche qui est revenue, si je puis dire, un peu à la mode, dans la personne, évidemment, des Jean-Luc Mélenchon et autres, c'est-à-dire du côté d'LFI, qui ne veut pas entendre parler, justement, de ce versant sécuritaire, pour le dire comme cela. Mais ça, c'est vraiment aussi à gauche, tout ça bouscule beaucoup les chemins qui ont pu être faits et pris, actés et qui sont en train d'être défaits d'une certaine manière. Oui, on y reviendra d'ailleurs sur le positionnement de la gauche sur ce dossier. En 2019, c'était dans une interview à Valeurs Actuelles, Emmanuel Macron se donnait comme objectif d'obtenir un taux d'exécution des OQTF, des obligations de quitter le territoire français, de 100%. Alors évidemment, Stéphane Zemmour, on en est très loin. Il y a un chiffre qui est très dur pour Emmanuel Macron, c'est celui qu'on a vu s'afficher brièvement, on va le revoir, 6,9% d'application en 2022. Rapport annuel du contrôleur général des lieux de privation de liberté, c'est à peu près la même chose en 2023. Je suis assez d'accord sur la polarisation dans les expressions politiques, mais dans l'opinion, à quel point ça, c'est-à-dire le décalage entre la volonté, entre des différents politiques depuis des années sur cette question des OQTF et les chiffres, peut peser dans l'opinion? D'abord, là, on parle d'une sorte de moment Retailleau, et c'est vrai que les événements le servent, c'est ce que vous disiez à l'instant, parce qu'en fait, il y a trois éléments qui sont mêlés. L'insécurité, l'immigration, le vieux rêve de la droite dure et de l'extrême droite de lier intimement ces deux dossiers, et alors le laxisme ou l'inefficacité des politiques publiques. En gros, le laxisme, on n'applique pas. Ensuite, qu'est-ce que pense l'opinion de tout ça? Évidemment que l'opinion s'est raidie ces dernières années sur les questions sécuritaires, plus que sur les questions d'immigration d'ailleurs, mais bien plus sur les questions d'insécurité. Et Bruno Retailleau, à mon avis, commettrait une erreur s'il se limitait à cantonner ce drame uniquement aux effets de l'immigration. Ça, c'est un discours que l'on peut entendre, que l'opinion notamment, que l'opinion de droite peut entendre quand ça vient de l'extrême droite, pas forcément d'une droite dite de gouvernement. Mais oui, l'opinion, ce qui exaspère le plus les Français, ou une partie en tout cas des Français aujourd'hui, c'est que ces Français ont l'impression que l'arsenal existe, l'arsenal judiciaire, l'arsenal répressif, mais qu'il n'est pas appliqué. Voilà. Après, les Français restent quand même très largement clivés sur cette question. Oui, ça s'est droitisé, mais quand vous voyez ce que pensent les gens de gauche, notamment, ils existent, ils ont failli être au gouvernement il y a encore quelques semaines, ils le seront peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois. La préoccupation de l'immigration est bien moindre. Celle de l'insécurité, en revanche, il y a une vraie différence. Je ne vais pas dire que c'est transpartisan, mais tous les types de Français, quand on regarde leur profil politique, s'estiment concernés par la montée de l'insécurité. Ensuite, que tout ça soit relié au caractère dit insupportable par certains de l'immigration, j'en doute un peu fort. Et si Bruno Retailleau est quand même sur une ligne de crête, là, il existe, on parle beaucoup de lui, mais il s'expose aussi, vous le disiez à l'instant, en promettant beaucoup de l'ordre, rétablir l'ordre. Il n'aura pas forcément beaucoup de temps pour prouver ou pour disposer d'un bilan, mais en tout cas, il va être attendu au tournant. Oui, j'entends votre argument, mais quand même, je suis sûr qu'il y a des téléspectateurs, téléspectatrices qui votent à gauche et qui sont quand même
agacés, exaspérés, je ne vais pas essayer de me mettre dans leur cerveau, mais je ne redonne pas le chiffre, mais sur le fait que la France soit si mal classée au niveau européen sur la capacité à appliquer ces fameuses OQTF. Oui, parce que ça renvoie une image d'impuissance de l'État, d'incapacité à assurer la mission fondamentale qui est de nous protéger quand on sort de chez nous, ou même quand on est dans son domicile. La mission de l'État, c'est aussi de nous protéger, même si la porte de son domicile s'est fermée. Mais là, effectivement, il y a un besoin véritablement pour les politiques de ne pas trop en faire. C'est-à-dire vraiment d'expliquer la situation, parce que rien n'est pire, effectivement, que de faire lever très haut les espoirs, de dire vous allez voir ce que vous allez voir, et puis au bout d'un moment d'être obligé de reconnaître que c'est très compliqué. Donc effectivement, l'opinion dans toutes les couches de la société est sans doute heurtée par cette image qui est renvoyée, mais on l'a tous souligné, il y a beaucoup de polarisation sur ce sujet. Tout le monde n'emprunte pas les mêmes voies. On a entendu tout à l'heure Manuel Bompard. Oui, on va en parler dans un instant. Il s'étonne, il dit comment se fait-il que quelqu'un est dans la nature alors que, et lui, il emprunte un autre chemin qui est mais cette personne n'a pas été, entre guillemets, accompagnée. Donc on voit là qu'on a une autre narration qui est tout autre que celle de l'expulsion. L'accompagnement, c'est complètement différent de l'expulsion. Bien sûr. Juste un petit point sur les OQTF. Il y a un sujet sur lequel, effectivement, la gauche s'était un petit peu démarquée d'une tradition qui était effectivement d'abord de voir l'accompagnement et puis de voir les soucis des personnes réfugiées ou en situation de migration, mais qui est celle des imams et du fondamentalisme religieux. Il y a eu un réveil à gauche sur ce sujet-là et sur des obligations de quitter le territoire qui étaient posées sur le dos de certains responsables religieux et qui n'étaient pas appliquées. Et là, on a vu, et notamment dans des zones urbaines, des maires, des collectivités locales qui étaient en prise avec cette difficulté-là et qui ont pris conscience, évidemment, avec les drames des attentats, mais après aussi, de cette difficulté, évidemment, avec les pays avec lesquels la France est en relation, parce que c'est le cas pour l'Algérie, il y a évidemment des énormes difficultés, mais beaucoup d'autres pays aussi, et ils l'ont vu, en particulier dans le cas d'imams condamnés pour des propos qui ne correspondaient pas à notre droit français. Si le chiffre aussi est aussi bas et aussi mauvais pour la France, alors que par exemple pour l'Allemagne il est à peu près de 30%, il faut savoir aussi que c'est parce que c'est un calcul aussi c'est pas un calcul que fait la France, mais c'est parce que la France, si vous voulez, désigne des OQTF en plus grand nombre. Il y a beaucoup d'OQTF. Voilà, c'est ça, il y a beaucoup d'OQTF. Par exemple, on ne va pas renvoyer des gens en Afghanistan, dans ce genre de pays, et pourtant ils sont OQTF. Et donc effectivement, du coup, le chiffre est extrêmement mauvais, mais il n'est pas mauvais en valeur absolue. Vous avez raison de préciser ça. Et je reviens sur votre analyse sur la gauche. Est-ce que ça veut dire que la gauche qui a été incarnée par un Manuel Valls quand il était à Matignon, alors évidemment on peut oser sur ce qui est devenu Manuel Valls depuis, mais est-ce qu'elle a disparu? Est-ce qu'elle s'est dissoute dans l'alliance avec LFI? Alors, en partie, c'est certain. Quand on veut, par exemple, là, quand on parle, par exemple, juste de féminicide, en disant, comme si on devait faire une confusion entre les espaces privés, où il y a des féminicides, effectivement, et qui révèlent la culture du viol, le patriarcat et tout cela, et l'espace public. C'est pas du tout la même chose. La sécurité dans l'espace public, elle relève véritablement à 3000% de l'État. Et dans l'espace public, c'est quand même des violences intrafamiliales. C'est bien plus l'espace privé, pardon, c'est des violences intrafamiliales. C'est beaucoup plus compliqué à aller chercher. Et là-dessus, effectivement, il faut de l'éducation sur la culture du viol, sur le patriarcat. C'est pas en plein procès Mazan qu'on va dire que tout ça n'existe pas, évidemment. Et je rappelle qu'avant qu'il y ait meurtre de Philippines, il y a viol, meurtre. Donc on est quand même dans une chaîne aussi là-dessus. Maintenant, cette gauche, alors elle essaye d'exister ici ou là. Ça peut être des gens qui s'opposent aujourd'hui à Olivier Faure, typiquement au Parti socialiste. Alors ça peut être des Karim Bouamrane, qui à Saint-Ouen, le maire de Saint-Ouen, a carrément mis des couvre-feux vers 22h, ce genre de choses, qui n'a pas de tabou sur la sécurité. Et toute cette gauche-là, un peu valsiste, pour le dire très vite, parce que je ne pense pas vraiment qu'il se réclame. Je suis d'accord avec vous, mais disons que c'est la référence la plus évidente. Voilà, c'est ça. Mais il était quand même, je crois qu'il avait voté les motions Valls à l'époque. C'est vrai que ces gens-là, à gauche, ça peut être aussi Michael Delafosse, maire de Montpellier, c'est pareil, qui disent, mais le service public,
Certes, c'est l'école, certes, c'est l'hôpital, mais c'est aussi la sécurité. Oui. Parce que c'est l'histoire du collège de Marseille qui vient d'être criblé de balles. Si on va à l'école avec la peur au ventre, en pensant qu'on va passer par des points de deal, ça n'est pas génial. L'école ne peut pas plus être accessible. Est-ce que vous parlez de déni, Stéphane Zumsteeg ? De la classe politique ? Non, de la gauche. De la gauche ? On a assisté lors des débats houleux sur le projet de loi immigration, on l'a vraiment vu, on l'a mesuré dans nos enquêtes, le décalage entre ce que voulaient les sympathisants de partis de gauche, donc les Français dits de gauche, les Françaises et les Français, et le discours de leurs représentants. Bien sûr, il y a un décalage. Est-ce que ça coûte cher électoralement à la gauche ? J'en suis pas persuadé, parce que quand on vote à gauche aujourd'hui, ce sont sur des marqueurs importants, alors ils sont nombreux, la protection des services publics, ça peut être les acquis, ça peut être évidemment la défense des acquis sociaux, ça peut être aussi le barrage au Rassemblement national, qui en fait partie de l'ADN de ce peuple de gauche, s'il existe encore. Est-ce que ça lui coûte cher ? Non. Alors ça ne vient pas forcément. En revanche, ça ne fait que souligner une chose, c'est que la gauche, quelque part, a abandonné les classes populaires il y a bien longtemps maintenant, et que quand on voit la sociologie du vote, eh bien, de plus en plus le vote très populaire, c'est-à-dire les gens, non pas parce qu'ils sont populaires, mais parce qu'ils habitent, on va dire, dans des zones ou dans des quartiers plus exposés que généralement ailleurs, sont plus confrontés à l'insécurité, et donc ont basculé dans un vote beaucoup plus radical, et souvent au Rassemblement national. Sophie, un mot ? En un mot, on parle de François Ruffin, qui avait fait campagne il y a un an sur justement la tranquillité publique dans son département, dans sa circonscription, et qui là est en train d'être comme exfiltré de cette gauche radicale par Jean-Luc Mélenchon, et évidemment dans la perspective de 2027, mais aussi parce qu'il est soupçonné de venir un peu brouter, si je puis me permettre, sur les terres du Rassemblement national. Mais il y a très clairement, de la part de la classe politique de gauche, très rapidement, une sorte de répugnance à parler de ces questions-là, comme si c'était sale, des sujets tabous. Voilà. D'une certaine façon. Pas de tous, évidemment. Et quand Fabien Roussel, hier, tweet en étant horrifié de ce qui s'est passé dans le bois de Boulogne et qui a conduit au décès de cette jeune fille, c'est vrai que la gauche, plutôt LFiste, vient lui dire va au RN. D'une certaine manière. Il y a une grosse tension avec eux. Oui. Exactement. Vous vouliez dire un mot. Je pense que... De quelle gauche parle-t-on ? Voilà, de quelle gauche parle-t-on ? Puis quand même, c'est un jeu d'acteurs politiques, c'est-à-dire qu'il s'agit aussi, évidemment, quand ils parlent, de ne pas donner le sentiment qu'ils empruntent le vocabulaire du camp d'en face. Absolument. Or, il se trouve que les thèmes sont appropriés par les différentes formations politiques et d'une certaine manière que ça arrange tout le monde. Parce que rien n'est plus essentiel pour un parti politique que d'être perçu par les électeurs comme celui qui est un spécialiste d'une question. Donc pour la gauche, il s'agit de montrer qu'on est d'abord spécialiste de la justice sociale, d'une société qui devient protectrice parce qu'elle est égalitaire. Alors qu'à droite, c'est l'idée que la société est protectrice parce qu'elle respecte des valeurs, des hiérarchies, que la... Voilà, donc... L'émancipation. Donc d'une certaine manière, on retrouve des grands conflits de valeurs derrière ça. Le meurtrier de Philippines, il avait, vous le savez, déjà été condamné, le meurtrier présumé, pour viol à 7 ans de prison, c'était en 2021. Il a été libéré dès juin 2024, bénéficiant de réduction de peine automatique qui avait été prévue au moment de sa condamnation, si j'ai bien compris, ce qui pose la question du quantum des peines. Et on est en duplex avec Isabelle Steyer, qui est avocate au barreau de Paris, spécialisée dans la défense des femmes et enfants victimes de violences. Est-ce qu'un violeur libéré après 3 ans et demi de peine effective, de prison, c'est habituel ? Oui, les agresseurs sont libérés à mi-peine, effectivement, et c'est très classique, quelle que soit la condamnation, sauf s'il y a des problèmes en détention. Donc ça, c'est quelque chose de très habituel. Et puis, il faut imaginer qu'il a été quand même condamné par une cour d'assises des mineurs, puisqu'il avait 17 ans, c'est-à-dire un président de cour d'assises accompagné de 2 magistrats qui sont des juges des enfants et qui ont donc pour valeur d'essayer de faire en sorte que l'individu est amené à évoluer. Donc, on est devant une cour d'assises des mineurs de façon extrêmement différente de ce que l'on est devant une cour d'assises des majeurs. Ça veut dire et puis, majeur, dans la mesure pardon de vous interrompre, ça veut dire qu'un majeur, pour les mêmes faits, alors c'est très difficile de généraliser, mais aurait potentiellement été condamné à une peine plus lourde, c'est ça ? Mais oui, parce qu'il y a inévitablement une excuse de minorité qui est posée d'ailleurs, qui n'est pas automatique, puisqu'il a plus de 16 ans, mais qui n'est pas automatique et qui donc est laissée à l'appréciation de la cour d'assises. Et le président de la cour d'assises, accompagné de ses assesseurs et des jurés, vont généralement appliquer l'excuse de minorité. Donc, la peine de 7 ans aurait été plus élevée s'il avait été majeur. Et puis, comme il est étranger, eh bien, il y a généralement ce qu'on appelle une conditionnelle expulsion.
C'est-à-dire que à mi-peine, et c'est ce qui s'est passé, il sort à mi-peine, il y a avant tout un travail qui est fait avec le SPIP et le consulat, la préfecture et effectivement le pays d'origine, de façon à faire en sorte que ce mineur il soit expulsé dès sa sortie et qu'il y ait les services de la préfecture qui viennent, on va dire, l'interpeller et faire le lien de façon à l'amener en rétention pour qu'il soit identifié par le pays d'origine et qu'il soit directement expulsé. D'où le fait que l'on a souvent ce qu'on appelle des conditionnels expulsion sans soin. Et là, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de peine de suivi socio-judiciaire. C'est peut-être il n'y a pas de peine de suivi socio-judiciaire, donc pas d'accompagnement. Après la sortie, c'est une peine de 7 ans sèche, comme on dit dans le jargon. Oui. Petite question sur ce quantum des peines pour des viols. Est-ce que ça a été révisé récemment? Et alors ma question, elle est peut-être question d'un béotien qui ne connaît pas le droit, mais est-ce qu'un mouvement social comme le mouvement MeToo peut avoir un effet sur ce type de peine? Et oui, parce qu'on n'analyse pas, et on le voit là, quelle est la dangerosité d'un violeur. C'est terrible ce que je vous dis, mais si tous les violeurs ne deviennent pas des meurtriers, beaucoup de meurtriers de femmes ont été d'abord condamnés pour des faits de viol. Et je crois que la dangerosité des violeurs n'est pas suffisamment prise en compte par les juridictions. Et on le voit de façon récurrente. Que ces hommes-là soient étrangers ou français, le violeur souvent récidive parce qu'il s'agit d'une question soit de reproduction de schémas de fonctionnement parce qu'ils ont été eux-mêmes violés, maltraités, torturés, abandonnés. Donc ils reproduisent un schéma de viol, soit effectivement... on est dans cette situation généralement de reproduction de schémas. Donc c'est quelque chose de très psychologique, de très incarné et dont on ne se départit pas après 3 ans et demi de détention. C'est trop intégré, trop vécu. Il faut suivre une thérapie extrêmement longue, il faut le vouloir, il faut en avoir conscience. Je ne sais pas quelle a été sa position face à l'événement. Est-ce qu'il avait reconnu les faits ou est-ce qu'il niait les faits? Quelle était son histoire? Donc toutes ces questions-là, ce sont des énigmes et on est vraiment dans une autre délinquance qui est une délinquance de reproduction de schémas de maltraitance et de viol quand on a un homme qui a été souvent condamné pour des faits de viol, oui. Merci beaucoup Isabelle Steyer de nous avoir donné cet éclairage. Est-ce que vous avez ce sentiment, Bruno Cotresse, puis on va boucler ce premier thème, c'est un peu ce qu'on disait dans le sujet d'ouverture avec Cécile Sexou, d'une indignation à géométrie variable en fonction des faits divers. Pourquoi pas? Et au fond, est-ce qu'il y aurait quelque chose de très anormal que les différentes familles de pensée soient sensibles à différentes expressions? C'est tout à fait normal. Ouais. Il faut pas... Je trouve que de ce point de vue-là, il faut éviter la surenchère, la compétition de ceux qui disent je suis plus patriote, plus respectueux des valeurs de la société qu'un autre. Je trouve que c'est bien que dans un pays démocratique, différents courants de pensée soient sensibles à différentes choses. On ne peut pas être sensible de la même manière. Il y a des choses qui percutent davantage nos croyances, nos convictions. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est bien normal que ça existe. Et je ne pense pas qu'il s'agisse d'opposer les choses de cette manière ou de les hiérarchiser. Je pense que ce qui serait prioritaire dans le pays, c'est que le politique parle de la manière dont on vient d'entendre parler d'une spécialiste du droit pénal. Où là, on a vraiment une parole qui explique la complexité, que ça ne se réduit pas à des oppositions binaires. Et c'est plutôt bien d'envisager la complexité sur des choses aussi douloureuses pour la société. Merci beaucoup. Allez, on ouvre un autre grand chapitre de ce débat 100% politique. Le budget avec un chiffre qui a fait éruption dans l'actualité de ce jeudi, c'est le 6,6%. On en parle avec Lorraine Barrière-Tallery qui nous rejoint sur le plateau de Sciences Publiques. Bonsoir Lorraine, bonsoir, bienvenue. Thomas, on nous accueillir merci. Pour la première fois sur ce plateau. Dossier évidemment brûlant de ce gouvernement, le budget 2025 et le ministre de l'économie ainsi que son homologue du budget engagé dans un sprint. Oui, Antoine Armand, que vous allez voir, que vous voyez à gauche et Laurent Saint-Martin à droite, se sont donné 2 semaines. 2 semaines pour présenter le projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, ce qui nous amène au 9 octobre. Ils l'ont annoncé hier lors de leur audition par les députés de la Commission des Finances. 2 semaines, c'est court, surtout que la situation financière de la France est grave, encore plus grave que ce qu'avait annoncé le gouvernement sortant. On écoute le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin.
Oui, la situation de nos finances publiques est grave. Et je n'irai pas par 4 chemins. La première vérité, c'est qu'en 2024, le déficit public risque de dépasser les 6% du produit intérieur brut, selon les dernières estimations dont nous disposons. 6%, c'est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, si on met de côté la crise financière en 2008 et le Covid en 2020. Et pourtant, il y a 3 semaines, si je me souviens bien, on tablait sur 5,1%. Comment expliquer ce décalage? Il y a un point d'écart, vous imaginez, entre les prévisions et le réel, ce qui correspond à 30 milliards d'euros. Alors pourquoi? Eh bien, c'est assez simple. Les dépenses ont continué d'augmenter et donc de creuser le déficit. Et puis d'un autre côté, il y a eu une baisse des recettes. Ces derniers mois, avec le contexte politique, la croissance a été portée plus par les exportations, qui ne rapportent pas de TVA, que par la consommation des ménages et des entreprises. Et donc, il faut imaginer des solutions pour redresser la barre. Oui, il va falloir faire des efforts collectifs. C'est ce que prévient Laurent Saint-Martin, le ministre du Budget. On l'écoute à nouveau. Ma vision, c'est que nous ne redresserons pas nos finances publiques avec, d'une part, la baisse de la dépense publique et de l'autre, le levier fiscal en même temps. Ça ne marchera pas. Nous redresserons les comptes en réduisant nos dépenses d'abord et prioritairement. Nous sommes déjà l'un des pays d'Europe qui taxe le plus. Il serait irresponsable et injuste d'en demander davantage. Alors pour l'heure, on n'a pas plus de détails, mais en tout cas, les économies budgétaires seront prioritaires sur d'éventuelles hausses d'impôts. Actionner le levier fiscal n'est pas écarté, mais à certaines conditions, les gens modestes et les classes moyennes ne seront pas concernés, selon Laurent Saint-Martin. Un débat nécessaire est déjà ouvert. Allez, Thomas. pour conclure, quand même une bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle qui nous vient de l'OCDE. L'économie française va faire mieux cette année, mieux que prévu. La croissance du PIB tricolore a été revue à la hausse, 1,1% au lieu de 0,7% estimé auparavant. De quoi rassurer un peu le nouveau tandem de Bercy qui a du pain sur la planche d'ici le 9 octobre. Merci beaucoup Lorraine pour toutes ces explications. Chapitre budget et peut-être... tiens, je commence avec vous, Bruno Cotresse. Le fait que la croissance soit un peu plus forte que prévu, on peut se dire ça donne de la marge de manœuvre. Est-ce que le fait d'annoncer 6%, c'est aussi pour se donner un peu de marge de manœuvre? Vous voyez ce que je veux dire? Sans doute. On voit qu'ils sont dans un exercice qui est très difficile, en fait, parce qu'ils ont des choses douloureuses à raconter, à expliquer. Réduire les dépenses, ça a des conséquences extrêmement concrètes. Ça peut être des gels de dépenses qui devaient être faites et qui étaient autorisées par le budget 2024 déjà. Ça peut être aussi des coupes, c'est-à-dire des pans de l'action publique qui tombent aux oubliettes. On dit c'est plus prioritaire d'une certaine manière. Et les administrations qui sont concernées, très souvent, ça veut dire des programmes qui tombent, ça veut dire des moyens en moins. Donc voilà, c'est pas des bonnes nouvelles. Effectivement, donc annoncer qu'il y a peut-être un peu plus de croissance que prévu, ça permet peut-être d'amortir un petit peu les mauvaises nouvelles, mais on voit quand même que globalement, les mauvaises nouvelles vont quand même beaucoup compter. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit que les choses commencent à se préciser, puisqu'il y a encore quelques jours, le Premier ministre, la communication, c'était on ne touche pas aux classes moyennes, aux gens qui travaillent. Cette espèce de drôle d'énoncé, très bizarre. Là, maintenant, c'est gens modestes et classes moyennes. Donc on voit que ceux qui travaillent, qui n'appartiennent pas à ces deux... Il y a toujours la difficulté du seuil, à quel niveau on est une classe moyenne ou pas, etc. Mais on voit qu'on rentre dans le dur, on rentre dans le vif du sujet. Mais ce qu'il faudrait vraiment, c'est qu'au-delà de cette question de l'urgence, le gouverneur de la Banque de France lui disait qu'on en avait pour 5 ans d'efforts, au-delà de ces urgences, surtout la mission, à mon avis, pour moi, fondamentale, serait surtout que ça trace un chemin qu'on peut lire, que les acteurs économiques, sociaux, contribuables ou pas que nous sommes, puissent voir où on va. Parce que si on réduit la dépense, est-ce que c'est pour remettre plein gaz les dépenses dans 2, 3 ans ou 3, 4 ans? Est-ce que c'est pour en tirer des conclusions? Est-ce que, où est-ce qu'on va très concrètement? Et est-ce que le barniérisme, si je puis dire, peut afficher une doctrine qui nous explique où on va, de manière à ce que dans 10 ans, dans 15 ans, on ne se retrouve pas dans la même situation. Le barniérisme aura-t-il plus de temps que l'atalisme? Je ne sais pas, on verra bien, on pourra juger ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ce qui est sûr, c'est que là, spontanément, on est venu sur la question des impôts, et c'est vrai que c'est sans doute ce qui sera le plus médiatisé. La présidente de la région Occitanie, la socialiste Carole Delga, réclame des taxes sur les très hauts revenus et les super profits des entreprises. Nous devons taxer de façon juste, de façon proportionnelle. Aujourd'hui, les très hauts revenus, ceux qui étaient soumis à l'impôt sur la grande fortune, proportionnellement paient moins d'impôts
qu'un ouvrier ou qu'une femme de ménage. Donc là, on doit taxer les très hauts revenus. De même, c'est un peu ce qu'a dit Michel Barnier, Michel Barnier. Tout à fait, mais n'exclut pas de taxer les plus fortunés. C'est ce que la gauche a dit, c'est ce que le Parti socialiste demande, et toute la gauche. Nous demandons à ce qu'il y ait une taxation des très hauts revenus, et nous demandons aussi qu'il y ait une taxation sur les super profits. Carole Delga qui était interrogée par Oriane Mancini, puisque c'était notre matinale délocalisée à Strasbourg pour le congrès des régions. C'est intéressant, Virginie Martin, de voir que ces mesures, alors j'allais dire annoncées par Michel Barnier, pas tout à fait, disons annoncées par Gérald Darmanin qui voulait un peu savonner la planche de Michel Barnier. Mais bref, ça le place un peu à contre-emploi quand même, Michel Barnier. De venir sur ce terrain, hausse d'impôts pour les plus riches et super profits pour les entreprises. Oui, enfin, à contre-emploi, oui et non, parce que quand même, on sait bien aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait effectivement des super profits, qu'il y a eu aussi des actionnaires qui se sont extrêmement bien servis via les dividendes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis que c'est peut-être pas ce qu'on attendait prioritairement d'un Michel Barnier issu de LR arrivant à Matignon. Voilà. Juste pour finir, une fois qu'il y a tout ça et qu'il y a ce mécanisme, si, par exemple, les entreprises jouent le jeu de l'investissement, il n'y a plus de souci. Et Barnier, là, n'est plus à contre-temps de rien du tout. Puisqu'au contraire, il va aller sur, justement, la France qui emploie, le zéro chômage, autant que faire se peut, évidemment. On ne parle plus de chômage de masse. C'est quand même une bonne nouvelle, plutôt. Hein. On a tendance à l'oublier, je trouve. Mais qui imprime peut-être pas beaucoup dans l'opinion, d'ailleurs. Mais qui imprime très peu, je trouve, effectivement. Donc, si on a des dividendes importants avec beaucoup d'investissements, quelque part, il est dans son rôle, d'une certaine manière. Et là, c'est logique. C'est un peu les entreprises qui ne jouent pas assez le jeu. C'est ça qu'on a pu constater. On l'a vu avec les primes Covid, ça n'a pas joué assez le jeu. C'est tout ça qui a vraiment posé problème et qui a créé ce sentiment un peu d'insécurité économique et financière et d'injustice. Après, quand il parle du fait que les plus modestes ne doivent pas payer d'impôts, généralement, ils n'en payent déjà pas. Oui, mais il y a un Français sur deux qui ne paye pas d'impôts. Voilà, il faut quand même le répéter. Donc c'est un peu une phrase creuse. Sur le revenu. Sur le revenu, on est d'accord. Pardon, je ne suis pas assez précis, parce que si on parle de la TVA et de la CSG, évidemment, tout le monde ne disent pas d'impôts et de taxes, ils disent bien d'impôts. Donc on est bien sur l'impôt sur le revenu. Donc quand ils disent on ne va pas toucher aux classes modestes, elles ne payent de toute façon pas d'impôt sur le revenu. Donc, une dimension. Mais ce qu'il va falloir savoir, juste pour finir, du coup, c'est effectivement, ils sont quand même, je trouve, en train de conserver une politique économique dite de l'offre, qui correspond quand même plutôt à des gens, à une mouvance de droite et libérale, si je puis dire. Et surtout à la logique d'Emmanuel Macron depuis qu'il est à l'Élysée. Alors, Emmanuel Macron, quand on va dans la finesse, il est un peu... Il est en même temps, quoi. Il est un jour côté l'offre et un jour côté demande. On n'est pas surpris. Le Covid, le quoi qu'il en coûte, c'est pas de l'offre. Hein. On est d'accord. Stéphane Zumzeig, ce qui est aussi intéressant, parce qu'il y a une vraie dimension politique évidemment dans un budget, et notamment pour Michel Barnier. Il sait bien qu'une partie de son avenir politique dépend des trois partis politiques qui formaient la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. Il ne peut pas non plus complètement charger la barque sur le bilan économique du président de la République, sur la dérive des finances publiques, etc., comme le font tous les nouveaux arrivants pour se dédouaner de la responsabilité d'un mauvais budget. Oui, c'est plus compliqué de faire un droit d'inventaire dans son cas que quand on arrive du camp radicalement opposé, évidemment. Mais ceci dit, quand on voit les déclarations de son ministre, les choses sont très claires. Privilégier la baisse de la dépense publique par rapport, et plutôt que la hausse de la fiscalité, le discours libéral classique que l'on connaît depuis, j'allais dire, des siècles en France. Et là, attention, parce que la demande sociale n'a jamais été aussi forte en France. Elle ne vient pas que des gens de gauche, c'est pas vrai. Elle vient de beaucoup des milieux populaires, mais pas uniquement. Les attentes des Françaises et des Français sont très fortes en matière notamment d'amélioration des services publics, éducation, santé, on pourrait tous les citer, sécurité aussi. Évidemment. Et ça, autrefois, c'était une perception des préoccupations émises par les Français de gauche. C'est plus le cas aujourd'hui, c'est avant tout par les classes populaires. Les classes populaires, on les retrouve presque partout, sauf au sein de ce gouvernement, sauf au sein des soutiens de ce gouvernement. C'est pas la droite républicaine, c'est pas ce qui reste de la Macronie qui fait le plus ou qui parle le plus de dépenses sociales. Et là, je pense que le risque est fort. Et comme vous le soulignez à l'instant, finalement, la stratégie
alors plus du président de la République, mais de ce gouvernement, elle reste la même que celle d'Emmanuel Macron depuis 2017. La bataille de l'opinion se joue à droite. En fait, les réserves pour gagner les élections ou pour rester au pouvoir, c'est de continuer à attirer ce que les Français de droite pèsent encore. Oui, ils pèsent encore, évidemment. Ils se sont égayés dans la Macronie, ils vont repartir, ils vont aller ailleurs, probablement à droite, peut-être à l'extrême droite. Mais toujours est-il que tout est fait à nouveau pour plaire prioritairement à cette population-là. On vient de voir les deux ministres qui occupent les sièges de Bercy. Information savoureuse donnée par notre confrère Dominique Seux dans les Échos. Tous ceux qui ont refusé d'y aller, en plus évidemment de Laurent Wauquiez qui voulait l'intérieur et seulement l'intérieur. 6 personnalités citées par Dominique Seux, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, le président de Renault, Jean-Dominique Sénard, le patron de BPI France, Nicolas Dufour, celui de l'autorité de la concurrence, Benoît Cœuré, le président de la Caisse des dépôts, Éric Lombard, et Xavier Muscat, qui est l'un des hauts dirigeants du Crédit Agricole. Bruno Cotresse, qu'est-ce que c'est quand même révélateur de quoi? Du très peu d'espérance de vie que les uns et les autres prêtent à ce gouvernement? Oui, parce qu'au fond, ce sont des personnalités qui ont une carrière extrêmement solide, extrêmement forte dans leur vie professionnelle. Qui ont beaucoup plus à perdre qu'à gagner, voilà, d'aller à Bercy. Évidemment, beaucoup plus à perdre. Bien évidemment, avoir été ministre de l'économie et des finances dans le système politique français, Bercy, ça reste quand même le poste vraiment l'un des plus prestigieux du gouvernement français, et beaucoup de personnalités politiques ont accumulé du capital politique avec une image de sérieux. Si on est à Bercy, c'est forcément qu'on incarne le sérieux. On a vu à quel point, par exemple, Bruno Le Maire, pendant de nombreuses années, depuis 2017, avait capitalisé sur cette image d'un Bruno Le Maire incarnant le sérieux. Alors ça se termine de manière un peu plus compliquée pour lui maintenant, mais c'est vrai que c'est des personnalités politiques qui surtout peuvent faire usage de leur passage à Bercy. Il y a eu des personnalités qui étaient issues du monde de l'entreprise ou du monde de l'économie réelle. À Bercy, on se rappelle de Francis Maire à une époque, et c'est vrai que ce sont des personnalités... Thierry Breton, par exemple. Thierry Breton, qui incarnait aussi cette idée du sérieux, de l'expertise, de la compétence, mais c'est une autre logique. Voilà, une autre logique, et je ne suis pas surpris de voir des CV aussi prestigieux dans la sphère de l'économie réelle qui ont décliné. Ouais. Donc polémique, on l'a vu, sur les obligations de quitter le territoire français, sur le budget, mais aussi sur la discipline gouvernementale. Sophie, avec ce gouvernement, on a l'impression d'être un peu dans une série télé. Un jour, un faux pas. Exactement. Et depuis son installation, il y a moins d'une semaine, le gouvernement en sursis, donc de Michel Barnier, multiplie les occasions d'animer la vie politique. Et après plus de 2 mois d'attente, il faut dire que la pression est forte, parfois injuste d'ailleurs, surtout en venant d'une gauche qui est amère d'avoir été privée du pouvoir, mais le bâton, eh bien, il est aussi offert aux adversaires. Parce que ces dernières 24 heures, c'est la création avec retard d'un portefeuille de ministres délégués spécifiquement aux personnes handicapées qui occupent les esprits. Il a été confié ce jeudi à la députée Horizon, Charlotte Parmentier-Lecoq. Mais des associations avaient élevé la voix depuis ce week-end, ne comprenant pas comment les Jeux paralympiques, Thomas, qui ont suscité un tel enthousiasme dans les prix des Français, pouvaient n'avoir eu aucun impact politique. Et Matignon, évidemment, s'est défendu. Eh bien oui, absolument, parce qu'on a assuré que le dossier du grand handicap avait bien été porté par Paul Christophe, qui est nommé ministre des Solidarités et de l'Autonomie, avec un vaste périmètre. Mais il manquait le mot handicap. L'importance n'est pas que celle de la communication, c'est aussi une attention particulière, une influence sur des budgets. Les dossiers sont lourds et touchent autour de 12 millions de Français. Les fauteuils roulants, on se souvient de ces mots d'Emmanuel Macron, seront intégralement remboursés à 100% en 2024. C'est ce qu'il avait dit en 2023. Une annonce confirmée au printemps dernier par les personnes concernées, la ministre Fadila Khattabi et Catherine Vautrin. Sauf que rien du tout. Non, rien, pas pour l'instant en tout cas. Et que dire de droit des enfants handicapés à être accompagnés dans leur scolarité? Ont-ils vraiment les mêmes droits que les autres enfants? Non, et de loin. 25 000 d'entre eux, à l'heure de la rentrée, attendaient encore sans place, ni dans des écoles, ni dans des structures d'accueil dédiées. C'est pas seulement un cafouillage de communication? Eh bien non, Thomas. Non, ça n'est pas seulement ça, et c'est pour ça qu'il y a eu un tollé. En fait, c'est une erreur qui s'ajoute à d'autres. Ces derniers jours, je l'ai dit, il y a de la pression, mais il y a aussi des ministres qui ne se sentent autorisés à tracer leur propre chemin. C'était le cas d'Antoine Armand à Bercy, qui a sorti le RN de l'arc républicain. C'est aussi Agnès Pannier-Runacher à l'écologie qui a donné des leçons au maire de Cannes, et tout cela obligeant à chaque fois Michel Barnier à prendre son téléphone pour calmer les ardeurs des personnes offensées.
et qui sait ce qu'il doit dire à Bruno Retailleau et à Didier Migaud, qui n'ont pas attendu 24 heures pour faire état de leur désaccord. Alors je reprends la parole de Jean-Pierre Raffarin. La route est droite, mais la pente est raide. Effectivement, Michel Barnier qui a reçu ce jeudi Bruno Retailleau et Didier Migaud. C'est à la fois, Stéphane Zumsteg, un message pour les deux ministres en question et pour tout son gouvernement. Je pense que... il avait pas d'autre. Enfin, il était temps de le faire, même si ça fait à peine quelques jours qu'ils sont nommés. Mais c'est bien le problème de ce gouvernement pluriel, quelque part. C'est qu'il y a un vrai défi d'autorité pour le Premier ministre. Et évidemment, Michel Barnier, c'est Michel Barnier. Il a un passé, il a une carrière politique. Est-ce qu'il a d'ores et déjà, face à un certain nombre de poids lourds qui savent aussi que leur temps est compté, quelque part, ces gens-là ne vont pas être au gouvernement. Et Bruno Retailleau, il n'attend même pas la déclaration de politique générale pour poser vraiment ses marques. Bruno Retailleau, c'est autre chose. On le présentait à juste titre comme la principale prise de ce gouvernement, comme le poids lourd, comme la grande surprise. Rappelons ainsi pour les autres qu'en fait il n'y a pas de poids lourd à part lui, ce qui n'est pas très très élégant pour eux, mais enfin lui il est en train de se construire, enfin il a l'opportunité de se construire s'il y arrive un destin national, ce qu'il n'avait pas jusqu'à présent. Je ne suis pas en train de faire de la politique fiction en disant qu'il devient présidentiable à droite, on verra bien combien de temps durera ce gouvernement, et de fait c'est possible parce que lui pour le coup, qu'est-ce qui se passe, lui il a eu le courage de rentrer au gouvernement. Alors Laurent Wauquiez a trouvé un argument en disant on ne m'a pas proposé le ministère de l'Intérieur donc je n'allais pas en prendre un autre. Est-ce qu'il avait véritablement l'intention d'y rentrer? On lui a proposé Bercy. On lui a proposé Bercy. Voilà, il ne l'a pas pris. Donc là, il y a effectivement Laurent Wauquiez Bruno Retailleau pourrait se construire un navire, mais cette succession de couacs, elle est intéressante, parce qu'au-delà du problème d'autorité, c'est qu'au-delà de cette notion de gouvernement fragilisé, ce qu'a montré le coup de téléphone quand même inédit d'un Premier ministre à Marine Le Pen, c'est que ce gouvernement n'est pas juste fragile, il est aussi fébrile. Alors ça, je pense que nos téléspectateurs qui sont passionnés de politique le savent, mais on va rappeler que c'est le nouveau ministre de l'économie qui dit sur France Inter dans la matinale que le RN ne fait pas partie de l'arc républicain. Il prend une soufflante du Premier ministre, mais effectivement, ça a été révélé par nos confrères du Figaro. Que fait Michel Barnier? Il appelle Marine Le Pen. Oui. Voilà, alors, je raconte l'histoire. Pour calmer le jeu, pour s'excuser, on peut l'interpréter comme on veut, mais ça donne l'impression d'un gouvernement, surtout l'image, et ça c'est très mauvais en termes de communication, l'image d'un gouvernement et d'un Premier ministre qui a peur de cette épée de Damoclès du Rassemblement national. Ça, c'est pas très très bon. J'ajoute une dernière chose. On parle de quoi du ministre de l'économie, mais qu'est-ce qu'il fait, le ministre de l'économie? Il applique la doxa macronienne. Il n'y a pas eu d'enterrement officiel de cette décision d'ostraciser à un moment donné le Rassemblement national. Bien sûr que le Rassemblement national est revenu bien plus vite que prévu dans le jeu, mais ça n'a pas été annoncé officiellement. Vous dites la peur, mais on peut aussi dire, Virginie Martin, la cohérence, en tout cas à court terme, de Michel Barnier, qui, quand il arrive à Matignon, dit il faut parler à tout le monde, le Rassemblement national y compris. Oui, en effet. Et puis, quand on dit arc républicain, historiquement, l'arc républicain exclut les extrêmes. Les extrêmes, et pas qu'un seul. C'est le Front républicain qui n'exclut que le Rassemblement national. Donc là aussi, qu'est-ce que veut dire derrière, finalement, Antoine Armand? Est-ce que lui-même ne se prend pas les pieds dans son tapis éthique et politique? Point d'interrogation. Ça, c'est quand même important. Je voudrais juste revenir, si j'ai le temps, sur un quoi qui n'en est pas un, en fait, sur la question du handicap, que malheureusement je connais trop bien. Ce n'est pas un couac, c'est une volonté politique. De le mettre sous un grand... Voilà, par des lobbies associatifs qui ont dit il ne faut plus employer le mot handicap, il ne faut plus avoir de ministère du handicap. Il faut que tout le monde s'en occupe. Il faut que tout le monde s'en occupe, que ce soit transverse et que ça arrête de stigmatiser la question du handicap. Mais à ce moment-là, il faut l'expliquer quand on nomme le gouvernement. D'une part, et ce n'est pas qu'un problème de communication, puisque le mot handicap disparaissait. Il s'appelle autonomie. On comprend bien évidemment que le handicap n'est pas égal à l'autonomie 100% et réciproquement. Donc effectivement, tout le monde a été vent debout là-dessus. Les autres associations qui ne sont pas d'accord avec cette philosophie ont été vent debout. Donc quelque part, n'oublions pas que ce ministre a vraiment répondu aussi à un souhait de quelques associations très particulières là-dessus. Donc c'est quand même qu'un demi-couac. C'est une philosophie politique ou pas? Mais ça s'est très mal passé évidemment. Et puis même si ça avait été bien communiqué, il me semble que l'incarnation avec un ministre délégué au handicap est absolument indispensable. Ça va de soi, selon moi. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce premier débat. Bruno Cotret, je rappelle le titre de votre livre, Histoire d'une révolution électorale aux éditions Classique Garnier. Et puis, je ne résiste pas à l'envie de vous dire quand même, il ne faut pas trop venir sur nos plateaux, même si on est ravis de vous avoir, parce que vous êtes en train d'écrire un livre tous les deux. Et si vous êtes là, vous n'êtes pas en train de l'écrire.
écrire, donc il va falloir s'y remettre. C'est comme ça qu'on a 3 mois de retard. Merci beaucoup, merci d'avoir participé à ce premier débat.